allait faire donc le tour du monde et susciter un immense espoir de paix. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrant la main sur la pelouse de la Maison-Blanche devant Bill Clinton. Israéliens et Palestiniens signaient les accords d'Oslo, un texte qui devait permettre une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP et qui prévoyait par étapes la résolution du conflit israélo-palestinien. Plus de 20 ans après, l'échec est indiscutable et on va tenter de comprendre pourquoi avec notre invité, c'est Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et auteur de Petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement. On va d'abord revenir sur ce qui a mené à la signature d'un tel accord. Comment le texte a-t-il été préparé ? D'abord, il était préparé pendant de très longs mois et dans le secret le plus absolu. Ça, c'était tout à fait étonnant. Dans un petit village de Norvège, avec Shimon Peres, qui viendra donc prix Nobel de la paix, ministre des Affaires étrangères d'Yitzhak Rabin à l'époque, et puis Yasser Arafat en personne avec ses proches conseillers. Et on est parti du principe suivant. Après la guerre d'Irak qui avait vu l'échec donc, de Saddam Hussein face à la coalition internationale, il fallait maintenant tenter de régler, c'était notamment vrai pour les Américains, il fallait régler le dernier ou l'un des derniers problèmes les plus importants du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien. Yitzhak Rabin venait, donc travailliste, venait d'être élu quelques mois auparavant, et lui était davantage enclin que la droite israélienne, avec Shamir, qui lui donc venait de perdre les élections, à passer un accord avec l'OLP. Quant à Yasser Arafat, lui, il était dans une situation catastrophique sur le plan politique et diplomatique, puisqu'il avait été lâché évidemment par Saddam Hussein, par définition, et qu'il était relativement méprisé par les autres chefs d'État arabes, et que le Hamas, créé en 88, constituait déjà une concurrence extrêmement dure. Et par conséquent, des deux côtés, on a vu un intérêt, par un faux paradoxe, parce que du côté israélien, on était très fort, parce que du côté palestinien, on était très faible. Donc on a vu la nécessité, de part et d'autre, d'aller vers la paix. J'ajoute un dernier point très important, l'URSS vient de s'effondrer. Et par conséquent, la Russie, naissante, on est presque à année zéro de la Russie, va jouer l'honnête courtier et aller d'ailleurs co-signer avec les Américains là, le parrainage en quelque sorte de cet accord. Alors que dit cet accord très exactement ? Je parlais de reconnaissance mutuelle. Alors oui, il y a une reconnaissance mutuelle. D'ailleurs, ça n'a jamais été remis en cause. C'est la première pierre. Elle est fondatrice et fondamentale. L'OLP, Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964, qui n'avait jamais reconnu l'existence d'Israël, reconnaît l'existence de l'État d'Israël. De son côté, le gouvernement israélien reconnaît l'OLP comme seul et unique représentant du peuple palestinien. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, les gouvernements israéliens disaient qu'il y avait des Palestiniens, mais des Arabes comme les autres, mais pas un peuple palestinien. Donc là, cette reconnaissance qui date d'ailleurs du 11, 2 jours avant, par une lettre croisée, 2 jours avant le 13 septembre, a été absolument fondatrice et fondamentale. Je le dis avec force et vigueur parce que depuis, en dépit des crises graves qui ont eu lieu entre Israéliens et Palestiniens, et notamment la deuxième intifada de 2000-2004, eh bien, ce point-là, cette reconnaissance mutuelle n'a jamais plus été remise en cause. Alors, en tant qu'observateur avisé, à ce moment-là, vous pensez, vous aussi, qu'il y a matière à espérer ? Vous y croyez, objectivement ? J'y crois pas beaucoup. J'ai jamais tellement cru aux accords d'Oslo. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, me semblait-il, déjà à l'époque, une ambiguïté fondamentale. Lorsque vous lisez les accords d'Oslo, pas une seule fois, vous m'entendez bien, pas une seule fois, le mot État de Palestine ou État palestinien ne se trouve dans l'accord. Parce que les Israéliens voulaient d'abord commencer par une large autonomie offerte aux Palestiniens. Ce qui était déjà très bien. On n'en avait jamais parlé jusqu'à présent, ou quasiment jamais. Donc c'était déjà bien. Mais ce que veulent à l'époque les Palestiniens et Arafat en particulier, c'est bien évidemment un État. Et un État tout à fait souverain. Autrement dit, par l'économie, par la progression de l'économie et une simple autonomie, Rabin et Peres pensent pouvoir régler l'essentiel de la question. Tandis que Yasser Arafat, lui, est absolument certain que les Israéliens, grâce à cet accord de paix, vont oublier la défense de leur pays, vont oublier l'armée, que le post-sionisme va l'emporter et que finalement la société israélienne, quelque part, va non pas s'effondrer, mais s'émolier en quelque sorte d'elle-même et que par conséquent, il finira par emporter l'intégralité de la Palestine. Vous voyez, donc déjà à l'époque, dans les discours et dans les actes sur le terrain, il y avait un certain nombre de choses qui me faisaient tiquer quant à cet accord. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors ensuite, c'est surtout les extrémistes qui vont s'engouffrer dans la brèche. Parce que l'une des faiblesses des accords d'Oslo, c'est qu'ils durent assez longtemps. Et dans l'interstice temporel de l'accord, qui se met petit à petit en place avec beaucoup de difficultés de fin 93 à fin 95, c'est long, 2 ans, eh bien les extrémistes des deux camps vont perpétrer des attentats monstres. Alors l'attentat principal du côté israélien, c'est Baruch Goldstein, qui tue 28 Palestiniens en prière à Hébron. Et les attentats du côté palestinien, car il y en a une myriade, pas d'ailleurs du côté de l'OLP, mais du côté du Hamas,
Hamas, qui évidemment veut faire capoter l'accord, puisque le Hamas a toujours été jusqu'à aujourd'hui un mouvement extrémiste au dernier degré, des attentats monstres qui vont provoquer la mort de centaines de civils israéliens dans les grandes villes. Résultat, en mai 96, après l'assassinat de Rabin, eh bien, Shimon Peres, qui veut reprendre le flambeau évidemment du processus d'Oslo, perd à quelques milliers de voix près. Contre qui ? Contre Benjamin Netanyahou, déjà à l'époque, qui lui est le chef du Likoud et qui va tout faire pour freiner les accords d'Oslo. Et aujourd'hui, des responsables de l'autorité palestinienne affirment que Mahmoud Abbas va abroger les accords d'Oslo. Pourquoi ? Alors d'abord, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à abroger, parce qu'à part cette reconnaissance mutuelle, alors s'il reste 3 zones, zone ABC, alors sans entrer dans les détails techniques, il y a sur le terrain tout de même une entente relativement efficace d'ailleurs entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, et contrairement à ce qu'on entend ici ou là, il y a des rapports à la fois économiques, commerciaux et politiques et sécuritaires très importants et très étroits. Mais Mahmoud Abbas, je dirais qu'il en a assez. Lui, il a pris le pouvoir après la mort naturelle d'Arafat fin 2004. Il est élu à la présidence en 2005 et ça fait donc 15 ans, hein, si on calcule bien, qu'il est à la tête de l'autorité palestinienne. Il a bien tenu, il a répondu à ce que la communauté internationale lui demandait, c'est-à-dire notamment l'abandon de la violence contre Israël, mais il considère qu'il est d'abord contrebattu par le Hamas dans la bande de Gaza, qui a mené plusieurs guerres contre Israël et en réalité une guerre politique très dure contre Mahmoud Abbas, qu'il est oublié des frères arabes, je mets frères entre guillemets, aujourd'hui dans le monde arabe, de ce qui reste du monde arabe cohérent d'un point de vue géopolitique, à peu près personne ne s'intéresse aux Palestiniens, et il considère que du côté américain et israélien, on ne lui a pas donné suffisamment. Donc il risque effectivement de partir, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que Mahmoud Abbas, contrairement à son prédécesseur Arafat, est quelqu'un de modéré, de pragmatique, qui a toujours répondu aux attentes, comme je le disais, à la fois d'Israël et de la communauté internationale. Et celui qui lui succédera ? Alors, il y a plusieurs noms en lice. En général, ils ne sont pas connus par le grand public. Je peux vous en donner un, c'est Yasser Abedrabo, par exemple. Bon, il y a des gens modérés autour de lui, mais est-ce qu'ils sont réellement représentatifs de la population palestinienne aujourd'hui ? C'est difficile de le dire parce que les dernières élections ont eu lieu en 2005 et 2005-2006 pour les législatives. Et depuis, il n'y en a pas eu, notamment à cause du coup de force du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a quand même assez peu de sondages. On sait quand même que la majorité des Palestiniens souhaitent la solution des deux États l'un à côté de l'autre. C'est vrai aussi pour une majorité d'Israéliens, mais pour l'instant, à la tête des deux entités, on n'a pas réussi à boucler ce processus. Frédéric Ancel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 13 septembre 1993, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où commence quelque chose, où on commence à bâtir quelque chose. J'ai dit où on commence seulement. C'est une pierre de fondation, comme je le disais. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'autres pierres à l'édifice. Ce n'est pas pour ça que tout espoir est perdu, au contraire. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été mon invité dans Le Jour où l'information continue sur LCI.